Tu connais le club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Chers amis, nous allons accueillir notre invité politique. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le député du Loiret, député du MoDem, Richard Ramos. Incroyable. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Richard Ramos, je le disais, vous êtes député MoDem, député du Loiret. Mais avant de faire de la politique, on va parler un peu de vous. Votre passion, c'était la cuisine. C'est quoi votre parcours? Oh là, c'est compliqué, mais c'était la cuisine et c'était surtout l'alimentation. Moi, je suis un fils d'ouvrier né dans une cité. Ouais. Mon père est né à Tiaret en Algérie, mon grand-père à Oujda au Maroc. Moi, je suis né en 68 dans la ZUP de Blois. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que mon père, ouvrier, proche du Parti communiste, mais élu au conseil municipal de Blois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de jeunes ici, il y avait quelqu'un qui était maire de Blois qui s'appelait Pierre Sudreau. Pierre Sudreau avait passé quelque temps dans les camps de concentration. Il a été ministre du logement du général de Gaulle. Ouais. Et dans les camps de concentration, on ne s'occupait pas de savoir si tu étais un peu à droite ou à gauche, entre les communistes et les gaullistes. Dans un camp de concentration, ils s'entendaient bien. Et d'ailleurs, de la résistance, ouais, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après la guerre, on a fait quasiment toutes les réformes qu'on a aujourd'hui après-guerre. Et donc, j'ai eu cette chance-là d'un Pierre Sudreau, maire de Blois, ministre du général de Gaulle, ancien, qui venait dans ma HLM, me demandait de raconter les fables de La Fontaine, notamment Le Loup et le Chien sur la liberté. Ok. Et un peu l'histoire de France. Et quand je travaillais mal avec mes frères et sœurs, il fallait aller un peu à la mairie réviser. Et la cuisine, ça arrive quand dans cette histoire? Donc, ah, voilà. Oui, bah, c'était le point de départ voilà. de l'expression. Et donc, dans la cité, moi, mon père est pied noir. En grande partie, quand il parlait des Algériens, il disait les bougnoules. Dans la cité, donc, légèrement raciste. Pas le droit de parler de la guerre d'Algérie, comme une omerta chez les fils de pieds noirs que nous étions. Ouais. Ramos, d'origine espagnole, donc les Espingouins. Dans la cité, il y avait les Rital, les Bougnoules, les machins, tout ça était mélangé. Et moi, je comprenais pas, parce que c'était mes copains, quoi. Et le dimanche, fils de pied noir, je mangeais un couscous. Et je voyais bien que mon père était raciste, alors que je mangeais un couscous tous les dimanches. Ouais, y a un truc et tout ça, c'était mes potes. Ouais. On s'entendait bien. Et donc, je comprenais pas. Et c'est l'alimentation, c'est ce que je mange qui me détermine. Et qui me dit, il y a un truc. En plus, quand je mange chez moi, on n'avait pas toujours trop de sous, donc on mangeait du lait avec des gâteaux pour chiens et chats. Vous connaissez pas ça? C'est des grands sacs de gâteaux qu'on trempait dans du lait. Non, j'ai pas connu ça. Dégueulasse. Et quand j'allais chez les copains, parce que qui avaient un peu plus de thunes, je voyais bien que, par exemple, ils mangeaient mieux que moi. Donc je voyais bien que ce qui me définissait en partie, c'était ce que je mange. Et donc, mon lien à l'alimentation, il est dans cette affaire-là. Ensuite, on est à Blois, la Sologne n'est pas loin. Et donc, moi, j'ai braconné des girolles, des faisans, pour faire mon argent de poche dans les propriétés privées. Et je revendais ça aux restaurateurs pour me faire de la thune. D'accord. Et donc, j'ai toujours eu un rapport particulier à l'alimentation. Ah ouais. Et puis après, je voulais être cuisinier. Parce que ma grand-mère cuisinait bien, parce que mes deux grand-mères cuisinaient très bien, avec une cuisine très particulière, une grand-mère issue du Val-de-Loire, donc un civet de lapin, un lièvre à la royale, des petites choses simples, mais qui étaient très très bonnes. Et puis mon autre grand-mère, auquel je mangeais la tchouchouka, la chorba, etc. Et donc, j'ai aimé cuisiner, et comme je travaillais pas trop mal à l'école, ils n'ont jamais voulu que je fasse cuisinier. D'accord. Et donc je pense que c'est une frustration que je porte en moi régulièrement. Et la politique arrive à quel moment? Parce que vous avez dit que votre père était communiste? Oui. Moi, j'ai lu qu'il était UDF. Non, alors mon père, lui, c'est un peu différent, proche du Parti communiste, d'accord, mais proche de Pierre Sudreau. Et donc, Pierre Sudreau, il était quoi? Eh ben, il était gaulliste. Il était gaulliste, mais il était très proche, il était ouvrier, imprimeur. Ouais. D'accord, très proche du Parti communiste. Donc moi, j'allais avec les communistes à Blois. Il a fait des grèves, etc. Donc c'était cet alliage-là entre les deux.
Et c'est ça qui a été très, très marquant pour moi, qui a fait que aujourd'hui encore, les gens de droite pensent que je suis un mec de gauche. Je suis Bayrou, de temps en temps, il doit penser que quand il est en colère, il est où le gauchiste. Et puis, les mecs de gauche, de temps en temps, pensent que je suis de droite. Donc, ça m'a pas quitté, mais c'est pas bien grave. Parce que j'ai lu que vous aviez pas voulu aller à l'UDF parce que vous trouviez que c'était trop des bourgeois. Oui, ah bah évidemment. Évidemment. Non, mais je comprends. C'est quoi, c'était l'époque Giscard Comment? L'époque Giscard. L'époque Giscard, les Giscardiens. Oui. Alors, les Giscardiens, c'était... à Blois, on a eu également, qui a été ma prof Jacqueline Gouraud. Oh. Et donc, qui est de Blois. Et donc, c'est cette génération-là qui était... et donc, pour moi, c'était quand même trop bourgeois. Oui. Et pourtant... Puis Jack Lang, ça devait pas être moins bourgeois non plus, d'ailleurs. Non, j'étais dans la campagne quand on l'a battu. Vous avez fait campagne contre Jack Lang, à Blois. Voilà. Et donc, oui, parcours un peu particulier, un esprit un peu libre, qui fait qu'à la fois... voilà, mon histoire fait que j'ai été proche de ce cercle centriste, on va dire là, on va dire ça comme ça, et puis une culture qui est une culture un peu plus ouvrière, on va dire, et donc communiste. Et donc c'est dans les années 2000 que vous rejoignez un parti qui s'appelle Cap 21. Cap 21, alors qui n'existe plus vraiment, les plus jeunes ne doivent pas connaître. Cap 21 avait été fondé par Corinne Lepage, et c'était un parti écolo de centre. Oui, c'était exactement ça. C'était un peu particulier. En fait, à cette époque-là, on est peu nombreux à penser qu'il faut sauver la planète et qu'il faut faire quelque chose. Et moi... Même si j'avais fait des campagnes UDF, sur la 2 chevaux de mon père, j'ai fait les campagnes de Jacqueline Gouraud, j'avais jamais pris de carte politique à l'UDF parce que je l'explique trop bourgeois. Et la première carte que je prends en politique, elle est écologique. C'est-à-dire que, et déjà à l'époque, et je veux défendre les circuits courts, et je fous le bordel aussi quand je suis au lycée pour qu'on mange mieux. Voilà. Je suis aussi leader du mouvement étudiant contre la loi de Vaquet. Ouais. En 86, avec 2000 personnes derrière moi. Et donc, je me rappelle, je crois que c'est Le Monde qui titre le seul mec de droite, leader parce que vous vous définissiez comme mec de droite à l'époque. Bah, c'est eux qui me définissaient comme ça. Ah, c'était Le Monde. Moi, je me suis jamais défini. Encore à 56 ans, je sais toujours pas me définir. Intéressant. Vous laissez les autres le faire pour vous. Non, je cherche moi-même. Peut-être que dans un autre karma, j'y arriverai. Bon, vos premiers mandats sont à l'échelon municipal, et puis vous devenez membre de la majorité, vous devenez député, et vous faites connaître du grand public dès 2017 avec des propositions communes avec François Ruffin sur la question de la malbouffe. Alors, on a une photo, je crois, on a une vidéo même d'illustration qu'on va regarder ensemble. Ah, il n'y a pas de son, c'est l'illustration. D'accord, ok, il n'y a pas de son. Voilà, avec François Ruffin, on ne vous attendait pas forcément là. Vous, membre du MoDem, donc parti de la majorité, vous échangez avec François Ruffin et vous menez des combats communs sur la question de la malbouffe. Donc vous apportez la cuisine à l'Assemblée nationale. Enfin, la nutrition, peut être plus précis. L'alimentation. L'alimentation, pardon. Oui, mais moi, je ne m'occupe pas de savoir... je prenais mon petit déjeuner hier matin avec François. Ok. Comment il va? Donc, il va bien, il prépare les présidentielles. Bah, on le sait, il est concentré. On l'a vu concentré, c'est vrai. Je pense qu'il se demande s'il va pouvoir tordre le bras à Mélenchon pour y aller tout seul, mais on verra. Ça, c'est son combat, c'est pas le vôtre. On verra ce qu'ils vont faire. Oui, parce que, en fait, moi, j'arrive comme député, et puis, finalement, on reçoit... le fils Bigard, vous savez, c'est Bigard, c'est Charade et compagnie. Oui, qui a été reçu en commission, oui. Je me souviens de cette phase-là, oui. On le reçoit en commission et je dis au mec, mais vous déposez pas les comptes, vous. Et donc, il faudrait peut-être déposer vos comptes, parce que vous dites que vous pouvez pas payer les paysans, vous dites qu'aux salariés, etc. Donc, et le mec, il jette le micro et il nous jette. Et là, je lui dis, monsieur, vous allez redresser la tête, vous allez regarder la représentation nationale, quoi. Puis vous allez déposer vos comptes. Et là, François Ruffin, que je ne connais pas, on doit être en 2017, là, on vient d'arriver, et François Ruffin part avec moi dans les tours, et le mec, on ne le lâche plus comme des fox terriers. Ouais, je me souviens de cette séquence. Vous aviez proposé, du coup, une sécurité sociale alimentaire depuis? Ça, c'est après, ça. Oui, depuis. C'est depuis. Oui. Oui. Ça consisterait en quoi, une sécurité sociale alimentaire? Alors, là, je suis vraiment dessus. Mon idée sur la sécurité sociale alimentaire, c'est de mettre à n'importe qui a une carte, n'importe qui a un numéro fiscal, on lui remet une carte de crédit, un peu comme dans les entreprises, le ticket restaurant, mais auquel on peut payer avec la carte, aujourd'hui. On lui remet et on met à tout le monde, c'est universel, 5 €. Aux étudiants, on fait une surcote, on va jusqu'à 40 € par mois. Ok. 5 €, c'est pas lourd. Hein. Comment? 5 €, le mec qui gagne comme moi 5000 balles par mois, on va pas lui mettre plus quand même.
Non, mais celui qui gagne que 1000 balles, par contre, on pourrait lui mettre là, on met une surcote. Ah, ok, d'accord. Donc c'est quand même progressif. On est une surcote. Okay. On est progressif. Je veux quand même que ça soit universel. Je pourrais m'expliquer pourquoi. Et donc, avec ça, en gros, ça coûte 12 milliards quand même. Hein. D'accord ? C'est pas mal. Je le pique à Coca-Cola, Nestlé, c'est-à-dire le sucre, le gras, le sel. Vous créez une taxe sur la malbouffe ? Voilà. Okay. Et donc, je le pique là, parce que c'est un truc alimentaire. Mais on ne peut pas les dépenser en Coca-Cola. Alors, si, parce que moi, j'estime qu'un pauvre, il a le droit de bouffer ce qu'il veut. Mais je vais m'expliquer. Avec cette carte où vous avez 40 €, si vous faites, par exemple, vous êtes étudiant, vous faites de l'aide aux devoirs, si vous faites l'aide aux devoirs le mardi, le jeudi, vous êtes crédité des heures d'activité que vous avez faites en plus des 40 €, sans impôt et sans charge pour la collectivité ou les associations dans le monde de l'insertion qui vous auraient fait travailler. Qu'on a travaillé sans salaire ou plutôt c'est du salaire en nature ? Non, c'est pas un salaire parce qu'on n'est pas dans le secteur privé. Il y a aussi du salaire dans le secteur public. Oui, mais on n'est pas là. Je suis pas dans le secteur. C'est ça que je veux expliquer. Et donc derrière, je fais cette carte alimentaire et on peut aller manger n'importe où, sauf qu'on a une surcote quand on achète des produits bio, quand on achète des produits en circuit court ou quand on achète des produits français. Et on va travailler la surcote. Donc, ce que je suis en train de travailler sur cette sécurité sociale alimentaire... Alors, attention, il y a des villes comme Montreuil, il y a beaucoup de villes qui ont testé la carte. J'ai, pour vous faire simple, la Conf paysanne, la Confédération paysanne et les associations, parce qu'il y en a une quarantaine en France qui sont en train de tester ça. Notre point de désaccord, c'est que d'abord, eux, ils veulent mettre... pour manger, il faut à peu près 200 € par mois. Ouais. Je suis un peu court. Eux, ils voudraient mettre les 200 €. Mais 200 €, je pense qu'on y arrive... En tout cas, moi, je pense qu'on n'y arrive pas sans changer tout le système politique. Voilà, donc là, il faut que... François, c'est un débat qu'on peut avoir. Donc, on va pas faire ça. Voilà, exactement. Et donc... voilà pour la sécurité sociale alimentaire. Et donc, on est en train de vouloir la tester sur 1000 cartes pour voir comment ça fonctionne et pouvoir le faire. Là où les associations de gauche pensent aussi, c'est qu'elles pensent qu'il faut la flécher que sur les circuits courts. Et c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Vous voulez laisser la liberté à chacun. Et voilà. Et moi, j'estime que le pauvre, comme le riche, il a encore le droit de choisir là où il mange. Après, on peut penser que ce sont des politiques en termes de santé publique. Il y a des Nutri-Score maintenant. On pourrait dire, je ne sais pas des trucs trop mal foutus. Vous savez que plus on est pauvre, moins on mange de la nourriture de bonne qualité. Oui. Ça a aussi un impact sur la santé. Ça fait 40 ans que je raconte ça. Ouais. Moi, le Nutri-Score, à l'époque, même l'ANSES l'avait cogné. En 2001, avec Serge Hetzberg, qui a créé le Nutri-Score. J'étais déjà là à la conférence de presse en 2001. Et donc, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut quand même laisser la liberté individuelle. Voilà. Après, comme on redonne des points sur des circuits courts ou des produits bio ou français, je trouve que c'est ça. Mais dire à quelqu'un, tu dois aller manger là, alors que l'autre, on ne l'oblige pas à aller manger à tel endroit, je pense qu'il faut quelque chose de positif et bonifié plutôt qu'une obligation. Latifa ? C'est vraiment possible de s'attaquer au lobby de l'agroalimentaire, etc. Dernier exemple en date, quand on voit ne serait-ce que dans des périodes qui sont compliquées économiquement d'inflation, on est incapable où ils réduisent par exemple les quantités en augmentant les prix, ou voilà, clairement ils s'en mettent plein les poches au détriment des citoyens, et qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait pour contrer ça. Donc ouais, est-ce que c'est vraiment possible, et est-ce qu'avec presque la révolution qu'il faut mener, comme disait Jules, est-ce que c'est possible de la mener depuis le centre ? Je ne sais pas si c'est pas possible depuis le centre de voter à gauche, mais chacun fera ce qu'il veut. Vous savez, dimanche. Vous avez posé... Ce que vous dites est une question complexe. Les lobbyistes, grosso modo, moi, c'est ce que j'ai le plus retenu à l'Assemblée nationale. Il y a deux grands secteurs qui ont confisqué la démocratie, les lobbyistes et les hauts fonctionnaires. On reste sur les lobbyistes. Il y a une méthode chez les lobbyistes qui est toujours la même, et je répondrai à votre question si c'est possible de le lutter, qui est toujours la même. C'est la valse à 3 temps. 1, je crée du cognitif faux, c'est-à-dire je vais fabriquer de la pensée fausse. Je vais donner un exemple. Je me suis battu contre le nitrite dans la charcuterie. Eh bien, les lobbyistes, notamment l'AFIC, le syndicat des industriels, a mis 2 millions d'euros sur la table pour faire dire à l'INRAE que c'était vachement bien le nitrite, sans le dire à personne. Et l'étude du gouvernement, le plan du gouvernement, il s'appuyait sur l'étude de l'INRAE. Fabriquer du cognitif faux.
Il paye un mec qui s'appelle Le Cerf, Institut Pasteur de Lille. Moi, j'ai dit que s'il me faisait des procès en diffamation, je défendrais l'idée que c'est de l'information et pas de la diffamation. Le mec, Institut Pasteur de Lille, il prend 3000 balles par jour pour aller mettre des trucs sur les produits industriels et dire derrière Institut Pasteur de Lille. Ce qui permet à mettre du cognitif faux un peu estampillé. Et de l'autre côté, on va créer de la connivence. Premier temps, cognitif faux, connivence, discrédit. Deuxième élément, la connivence. Vous avez autour de l'Assemblée des restaurants, comme chez Françoise, auxquels on invite les sénateurs, les députés, etc. Et on crée de la connivence avec des faux clubs de gastronomie, qui sont en fait des marques déposées par les lobbyistes, auxquels on invite tout le monde avec une conférence qui paraît d'ailleurs intelligente. Hein. Le conférencier, lui, il est même pas, il comprend pas la mécanique. Et on crée chaque mois des connivences avec des gens qui vont manger ensemble. Et donc, quand on va faire une loi, par exemple sur le nitrite, ces gens qu'on aura fait vivre ensemble sur un truc qu'ils n'auraient pas vu parce que, on va dire, ça pourrait paraître normal, ça a le goût de l'honnêteté comme le Canada Dry, mais ça n'en est pas. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, regardez, en plus, le nitrite, c'est bon, regardez, l'INRAE l'a écrit. Et le dernier truc, c'est le discrédit. Par exemple, Thierry Coste, qui était le lobbyiste, vous savez, dont on dit qu'il avait chasseur, là, il s'occupe de la liste chasse. On dit que c'est lui qui avait fait démissionner Hulot, qui est l'un des plus grands, Thierry Coste, lobbyiste français, qui est venu dire moi, je suis un mercenaire, hein, je prends le pognon là où il est. Il l'a dit hein, en audition chez moi. Et lui, après, il fait le discrédit. Il envoie des vidéos que j'ai faites avec François Ruffin. Et il dit aux autres députés, regardez, l'autre Amos, en fait, c'est pas un centriste, c'est un gauchiste. Et donc, il envoie la vidéo. Et on fait cognitif faux, connivence, et de l'autre côté, discrédit. Donc, c'est compliqué de se battre contre ça. Donc, je vous réponds, oui, c'est compliqué, mais de temps en temps, on peut gagner des combats. J'en ai gagné quelques-uns. Émilien. J'ai une question un peu terre à terre, parce que vous nous avez parlé de 12 milliards. Donc, même si on peut juger que le projet est souhaitable, faire avaler 12 milliards d'une dépense au gouvernement qui a l'air à peu près de ses sous ou pas trop enclin à taxer, est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais oui, c'est possible parce que là, il suffit pas. Oui. Mais la question, vous avez raison. Là, il suffit pas de prendre de l'argent supplémentaire au budget de l'État, puisque je fais un transfert de taxes. C'est-à-dire, je vais dire à Coca-Cola qui se goinfre suffisamment, je vais te pomper du pognon. Je vais aller chercher des produits auxquels on sait qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Et on va aller chercher 12 milliards. Mais Bruno Le Maire, il a dit pas de nouvelles taxes non plus. Hein. Oui, c'est vrai, mais il raconte des conneries. Bruno Le Maire, il raconte des conneries régulièrement. Ça lui arrive. Et donc, mais la politique, c'est ça. La politique, c'est ça. C'est des conneries racontées par Bercy. Et vous pensez que vous pourrez construire une coalition pour arriver à tendre éventuellement pour de nouvelles taxes? Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. La semaine dernière, il y a ce qu'on appelle le PLOA, sur le projet de loi agricole. Je dépose moi-même, c'est un modem, Marc Fesneau, du Loir-et-Cher, député à Blois, où je suis né, que je connais depuis 30 ans, qui a été l'assistant parlementaire de Jacqueline Gouraud, qui est ministre de l'Agriculture. Okay. Voilà, je ne peux pas faire mieux dans ma relation avec quelqu'un que je connais. Je veux déposer un seul amendement, je dépose un seul amendement, c'est que quand on achète un produit, notamment industriel, ça soit vraiment marqué quand c'est un vrai produit français. C'est-à-dire que si on achète des raviolis... Pas juste transformés ici. Pas juste transformés ici, etc. Ou, par exemple, ceux qui nous regardent dans cette bonne émission, ils iront dans un supermarché, ils regarderont le cordon bleu de chez Père Dodu. Il y a le coq français, le logo partout, et les produits agricoles, aucun vient de France. Ouais. Et donc, on devient dingo. Même Léman, il n'y a pas de... Léman département, pareil. Je dépose donc, la semaine dernière... J'ai pas entendu, pardon. Non, Léman département, pareil, il vient pas de France non plus. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est terrible. Vrai. Et donc, je dépose un amendement pour ça qui paraît quand même du bon sens, etc. Marc Fesneau contre moi, la moitié du modem contre moi, parce que Fesneau avait dit au président de groupe, faut y aller. D'accord ? Quand même la moitié avec moi. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de courageux qui n'obéissent pas au président de groupe du modem, auquel on leur a demandé de ne pas être avec moi, et quasiment 90% de Renaissance. On a quand même gagné dans l'hémicycle. Moi, j'ai une question, c'est qu'on dit souvent que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère de co-gestion avec la FNSEA. Dans quelle mesure c'est vrai? Et dans quelle mesure c'est un peu faux? Non, c'est la FNSEA qui dirige et le ministre co-gère avec eux. Voilà, donc c'est vrai. Oui, donc c'est vrai. Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Vous regardez ce qu'on a voté la semaine dernière sur le plan d'orientation agricole. Vous prenez la liasse
Quand on voyait, parce qu'en fait, la FNSEA, elle vous envoie des amendements tout faits. Bien sûr. Une base d'amendements. Ceux qui ont été votés, c'est ceux de la FNSEA. Voilà, c'est comme ça. Richard Ramos, en 2023, vous avez été le seul de la majorité à voter le blocage des prix proposé par la France Insoumise. Oui. Tout à l'heure, vous l'avez dit comme une boutade, voter à gauche, mais qu'est-ce qui fait que vous appartenez à cette majorité? Vous avez l'air de critiquer vertement le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie. Qu'est-ce qui vous retient au MoDem dans la majorité? Moi, je suis un parlementaire d'abord. Tous les gens de gauche, que ça soit François Ruffin, Olivier Faure, les Lyotte, tout ça, ils disent viens chez nous. Bah, j'imagine. Mais parce que par exemple, moi, je suis parti très tôt de chez moi également parce que à 4 heures du matin, j'avais 18 ans, je suis pas revenu pendant 10 ans chez moi. J'ai créé ma petite boîte, j'ai créé un foyer de sans-abri à Blois, j'ai fait 40 ans de maraude. Je veux dire, c'est l'entreprise aussi qui m'a construit. Voilà. Et donc. Mais là, vous êtes dans une majorité qui crée des sans-abri. Oui, non, mais dont acte. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois quand même à la liberté d'entreprise et aux entrepreneurs. Et de temps en temps, sur la partie à gauche, j'ai envie de dire, notamment chez LFI, c'est comme si on n'aimait pas les entrepreneurs. Donc c'est très compliqué de trouver quelque chose à 100% qui pourrait me ressembler. Vous restez libéral. Je reste un libéral. Mais je reste foncièrement un libéral. Un libéral, ok. Donc ça a du sens. Le centre, historiquement, le libéralisme, l'UDF, etc. On en parlera. Latifa. Peut-être un autre point de divergence avec certains à gauche. J'ai lu que vous aviez revendiqué comme un certain pragmatisme avec les députés RN et le fait de pouvoir travailler avec eux. Je sais que vous en avez dans votre zone géographique, on va dire. Et je crois que vous avez dit aussi que, par exemple, concernant le projet de loi immigration, il n'y avait pas eu de ligne rouge qui avait été franchie, notamment sur la question de la préférence nationale, etc. Avec tout ce que vous avez raconté au début sur le racisme, voilà, j'y ai repensé. Et là-dessus, sur le fait de dire, en fait, un député RN, on travaille avec lui complètement normalement, comme avec d'autres collègues. J'ai oublié, dans ma jeunesse, j'étais objecteur de conscience à SOS Racisme. Ça fait beaucoup, là. C'était en quelle année? Comment? Ouais. Moi, j'avais 20 ans, donc je suis né en 68, voilà. Et qu'aujourd'hui, il y a des migrants qui vivent chez moi. Réellement. Ça répond pas à la question. Et donc, non, mais est-ce que vous travaillez avec des députés RN? Moi, je peux travailler sur des amendements. J'ai dit, je voterai jamais une proposition de loi RN. Jamais. Okay. D'accord? Mais quand un amendement qui est proposé, et qui est bon pour les Français, je suis capable de le voter. Et donc, c'est ça que j'ai voulu dire. Parce que ce que j'ai voulu dire, et je les combats, les RNC, je vous passe les détails, j'ai mené aussi j'avais 20 ans, un comité régional de vigilance contre le racisme et l'antisémitisme. On est en train d'essayer de monter un truc avec la LICRA à Essaouira au Maroc. Mais quand on est dans l'hémicycle, quand un amendement, je dis pas une proposition de loi, pardon d'être aussi... Voilà. Eh bien, si je pense qu'à un moment donné, il est utile aux Français, je suis capable de le voter. Avec le Rassemblement national. Ouais. Avec le Rassemblement national. Et donc la loi immigration, pour vous, ne franchissait donc aucune ligne rouge? Si, il y avait des lignes rouges, mais par exemple, je prends la loi immigration. Ouais. Sur la loi immigration, on avait la possibilité de débattre pour faire un certain nombre d'amendements qui allaient dans le bon sens. D'accord? Finalement, ce qu'ont fait LFI, les communistes, les écolos et les socialistes, d'empêcher avec la motion de rejet, le débat, ça a empêché notamment un certain nombre d'avancées sur le sujet. Oui, mais est-ce que c'est pas, pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas le débat éternel de se dire, si on ne débat pas de ces sujets un peu d'extrême droite, c'est pas possible? Est-ce que vraiment on veut débattre du sujet de la préférence nationale au sein de l'Assemblée, en fait? Non, mais c'était pas Est-ce qu'on débat de sujets mis sur le plan politique et médiatique par l'extrême droite? Est-ce qu'à un moment donné, on atteint le stade ultime, comme on dit, de la normalisation de ces sujets-là? Et voilà, après, c'est une question aussi de stratégie politique, etc. Mais enfin, c'est la question... Enfin, voilà, mais, c'est ça que je vous interroge. C'est très légitime, ce que vous dites. Moi, je vais donner des exemples. Quand on est... je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est compliqué de faire venir un migrant de façon régulière en France. Mais par exemple, quand vous avez, ici dans ce quartier-là, on est dans le 20e comme partout, des gens qui, avant la loi immigration, avaient travaillé, avaient des fiches de paye, quelques fiches de paye, et voulaient pouvoir récupérer les papiers parce qu'ils n'en avaient pas. C'était à la demande de l'employeur. D'accord? Ça, c'est avant la loi qui était dans l'hémicycle. OK? Ça veut dire quoi? Vous croyez que l'employeur, quand il paye quelqu'un 300 balles à faire 11 heures par jour, il va, lui, faire la demande pour que le type soit régularisé ou la fille soit régularisée? La réponse est non.
Aujourd'hui, après le texte de loi, la demande de régularisation, c'est plus l'employeur qui l'a fait, mais c'est l'employé. Et donc, il y avait des choses dans cette loi, et vous avez raison, qui étaient notamment la préférence. On sentait ce vent de préférence nationale. On le sentait il y avait bien. Plein, ouais, mais il y avait plein de choses auxquelles. Il y avait combien d'articles sur cette proposition de loi? Ah, moi, je sais pas. Il faut la lire. C'est-à-dire que. Ah non, mais attendez. Mais je suis désolé. Je suis pas parlementaire. Ah non, mais vous êtes citoyenne, vous me posez des questions. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous me posez des questions. Oui, mais à partir du moment... Mais vous me posez des questions avec des postures politiques. Moi, je regarde... Moi, je regarde... Mais j'ai pas de sujet. Je regarde texte par texte. Moi, je vois un projet de loi qui prévoit la préférence nationale, je n'avais pas envie de regarder le reste, pour être complètement honnête avec vous. Mais voilà. Là, tu vas parler en termes d'opportunités politiques, de climat politique. Là, je peux vous donner raison. Parce que d'un point de vue général politique, ça donnait l'impression que certains, et on peut me mettre dedans, auraient voulu courir sur les idées du Front National. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est vrai. Mais moi qui suis... je fais beaucoup de dossiers de migrants. C'est très technique. D'accord ? C'est très technique, un dossier de migrants, parce que tout est fait pour qu'on les rejette. Dans ce texte de loi, mes amendements, si vous allez regarder mes amendements, c'était que des amendements qui permettaient à des migrants soit de venir plus vite ici, de venir mieux, notamment des étudiantes, ou à des gens qui étaient ici, de mieux les régulariser. Est-ce qu'ils ont été votés, ces amendements ? On n'a pas pu, puisqu'il y a eu une demande de rejet. On n'a pas pu débattre. Ah oui, c'est vrai. Mais... du coup, est-ce que vous avez... Attends, si vous n'avez pas du tout voté la loi, on n'a pas pu. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas eu de vote. Lors du dernier remaniement, François Bayrou a fait un coup de sang. Il a fait savoir publiquement qu'il était en désaccord avec la droitisation du gouvernement d'Emmanuel Macron, avec sa sarkoïsation. Qu'est-ce que vous pensez qu'a fait François Bayrou ? Est-ce que c'était une erreur pour vous ? Ah ben non, moi-même j'ai dit chez vos confrères dans d'autres plateaux télé que ce gouvernement était donné à droite. Je l'ai dit publiquement dans plein de plateaux télé. J'ai dit moi-même, fait la proposition qu'on fasse une liste autonome aux européennes. Est-ce que vous voteriez la confiance si elle était demandée par Gabriel Attal ? Oui. D'accord. C'est difficile de vous suivre, Richard Ramos. C'est difficile de vous suivre. Moi-même, parce que... mais moi-même, des fois, je me suis pas. On est plusieurs dans la tête, c'est ça ? Moi-même. Des fois, je me parle à moi-même et je suis pas d'accord. D'accord. C'est particulier. C'est intéressant. Non, mais on sent que vous avez des convictions profondes, on sent que vous savez où vous habitez. Mais c'est difficile de vous suivre et de comprendre exactement quelle est la logique et quelle est la cohérence. Expliquez-nous. C'est là où... Non, mais... et vous avez le droit, je pourrais vous faire de la novlangue, etc. Ah non, évitez, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre d'éléments auxquels, moi, par exemple, je pense qu'à l'intérieur de quelque chose, on peut se battre. On va avoir le président de la République, qui a priori ne peut pas se représenter. J'étais tout à l'heure avec François Bayrou, j'ai l'impression qu'il a envie d'y aller. Oh non. Vous le voyez tous les jours. Comment ? Vous le voyez tous les jours, mais j'étais tout à l'heure. Si vous avez le choix entre Ruffin et Bayrou, vous votez qui ? Ah ça c'est bien. Elle est dure celle-là. Hein. C'est une bonne question. Ça va vous faire exclure du groupe. Vous allez avoir des problèmes avec votre groupe là, parce que... J'en ai régulièrement. J'allais vous demander, est-ce que vous avez des problèmes avec le gouvernement ? Est-ce que vous avez des problèmes avec le groupe ? Évidemment. Vous êtes engueulé souvent ? Ah bah oui. Vous êtes l'électron libre, incontrôlable. Exactement. Moi, on me convoque, on m'engueule, on me dit tu peux pas parler comme ça. Alors, au début, c'était drôle parce que on me convoquait des fois à Matignon pour m'engueuler. Et alors, on me disait, t'es un garçon quand même à haut potentiel, donc il faudrait quand même que tu polisses ton discours. En gros, ça veut dire... Vous êtes HPI, c'est ça ? Voilà. En gros, ça voulait dire, ferme ta gueule et peut-être qu'un jour, tu seras secrétaire d'État au chou farci. En fait, c'est ça que ça veut dire. Dans ce sens-là. Vous n'avez pas accepté le macaron ? Non, mais... Tout ça, pardon, mais vraiment, là par contre, j'ai pas besoin de chercher longtemps, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi je suis un parlementaire, c'est quand j'ai une loi, quand j'ai un texte, de pas trop regarder qui le fait, est-ce que c'est bon pour les Français ou pas. Usul ? Ouais, est-ce que la montée de l'extrême droite et l'arrivée potentielle, parce que finalement dire qu'on pourrait travailler avec le RN d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être aussi finalement s'adapter à ce qui risque d'arriver, ça vous inquiète ? J'avais vu cette montée, cette arrivée potentielle d'un Bardella, d'une Marine Le Pen d'ici 2027. Il y a une membre de votre parti qui a dit une fois que, mine de rien, le wokisme l'inquiétait beaucoup plus que Zemmour. C'était Sarah El Haïry, ça. Sarah El Haïry, du Modem. Est-ce que vous êtes de ceux-là que finalement l'extrême droite inquiète moins que le wokisme? Mais moi, demain, il y a François Ruffin ou Mélenchon face à Le Pen, je vote Ruffin-Mélenchon. D'accord. J'ai pas un millième de seconde d'hésitation. C'est mon combat. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais vous avez votre fonction et votre personne. Donc oui, ça me hante tous les jours de penser que ces gens-là peuvent arriver au pouvoir. Ça me hante tous les jours.
Alors comment faudrait faire pour combattre, repousser cette éventualité ou Il faudrait que la Mélenchon conjurer et Ruffin se mettent d'accord, comme ça il y aurait au moins qu'un candidat à gauche. Parce que s'ils sont Je divisés... suis pas sûr qu'ils soient d'accord sur ce point-là précisément. Non mais, pardon, vous me posez la question technique, que la politique c'est aussi ça. Non, mais vous attendez que la gauche se démerde et se rassemble non, et vous mais- la rejoindrez? Non mais moi, je suis pour un... mais moi, je l'ai dit, si c'est au deuxième tour, il y avait ça. Et puis je pense que derrière, il faut mettre des idées qui nous permettent d'être plus efficaces qu'eux. Je veux dire, on va prendre le débat Attal-Gabardella. D'accord? Là, je vais Vous l'aviez vu sur France 2? Oui, j'ai vu, bien Ouais. évidemment. Là, je vais encore me faire des amis. Vous avez Gabriel Attal qui arrive, s'en fiche. Vous lui donnez un chiffre, il vous le recorrige à la virgule près et il vous explique pendant tout le débat pourquoi vous avez tort d'être malheureux, pourquoi vous devriez être heureux, parce qu'on a bien fait, je vais même vous le prouver avec les chiffres. Et dans la presse parisienne, les intelligentsias parisiennes, ils ont dit il a gagné le débat. Alors que le peuple français a plutôt dit que c'était Bardella. Pourquoi? Parce que Bardella, il s'est retourné en gros, pour faire simple, et il a dit alors vous êtes heureux, le peuple français? C'est-à-dire cette fameuse Oui, arrogance. l'arrogance. Cette arrogance. là. Et quand C'est je vrai. dis sur un autre plateau télé que Véran est la verrue du gouvernement, et qui Elle n'était confond- pas très fine celle-là. Oui, mais des fois je suis pas très fin. On l'avait remarqué, on l'avait remarqué. Je vous le concède, parce que il croit que la pédagogie, c'est expliquer aux Français, je sais, tu sais pas, t'es un con, je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison. C'est pour ça que le gouvernement... Un peu plus c'est pour d'humilité, ça. c'est ça? Oui, et puis à la fois de l'humilité, et on ne peut pas faire en forçant les choses aux Français. Il faut faire avec les gens. Voilà. Et donc, ça, c'est une arrogance que je n'aime pas. Émilien. Et on n'a pas de Bardella, et justement, dimanche, ce sont les européennes. Et il peut y avoir des gens très différents au Modem, mais normalement, il y a un truc qui rassemble les gens au Modem, c'est l'Europe. Et voire même un projet un peu fédéraliste. Le Modem s'était allié à l'UDI, je crois, en 2014. Ils avaient lancé leur propre liste, donc peut-être que vous auriez voulu ça. Et quand on lit le programme de Valérie, ou quand on l'écoute, bon, évidemment, c'est pro-Europe, mais on se dit qu'en termes d'inspiration, de pas nouveau dans l'intégration européenne, je parle même pas de fédéralisme, c'est un peu timide, qu'on se dit il n'y a pas une poussée, une énergie vers plus d'Europe qui donne envie, ou un projet qui donne envie. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que vous avez, par exemple en matière d'alimentation, un sujet européen qui donnerait un peu envie d'Europe, quoi? Oui, mais pardon, quasiment... Envie d'Europe, je crois que c'est Glucksmann, ça, non? Oula, je pas... C'est réveiller l'Europe. Réveiller l'Europe, non. Voilà, bon. Vous inquiétez pas, pas de problème. Quasiment 70% de ce qui se passe sur l'alimentation, c'est les textes européens. Je veux dire, quasiment. Donc, évidemment que j'aimerais qu'il y ait plus d'Europe. Évidemment que ça m'est arrivé d'aller à Bruxelles. J'ai aussi rencontré Glucksmann. J'ai échangé. Donc, oui, j'aurais aimé cette affaire-là. Pour vous dire quelque chose auquel on évolue, et ça va paraître encore une fois assez particulier, plus je vieillis, plus moi je suis pour une Europe fédérale. Plus je me dis il faut une Europe des nations. C'est-à-dire une vraie Europe. Le vocabulaire est bizarre là, parce que du coup, mais- c'est deux idées très différentes, Alors, l'Europe fédérale et l'Europe des mais nations. je parle, là, j'étais sur le secteur de l'alimentation. Oui. Ah. En fait, je vais vous donner un exemple. Moi, je pense que il faut pas mettre... Alors, ça va vous paraître loin, mais on parlait bien d'alimentation. Hein. L'Europe veut que tous les fromages aient le même goût. Et l'Europe a envie, par exemple, de mettre du lait pasteurisé dans toutes les AOP européennes. Moi, je pense que mon fromage en France, et même en France, quand je divise les territoires français, un lait cru d'alpage n'a pas le même goût qu'un lait qui est en bas. Et donc, quand je dis au sens de la nation et du goût national ou régional, D'accord, ok. La diversité dans l'Europe. c'est la Diversité dans l'Europe, ok. Moi, j'ai une question qui Latifa. est liée à ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas tenu cette idée d'avoir une liste centriste aux européennes, parce que vous aviez plaidé pour ça? Et pourquoi vous n'y êtes pas allé, finalement, mais quand parce, même parce que je ne suis pas assez puissant. Je l'ai dit, mais... Non, mais il y a plein de petits partis qui se lancent, hein, qui ont leur liste, qui... voilà, il y a 38, Mais il y a 38 candidats, hein, enfin 38 listes, pardon. Ouais, mais à la fin, pardon, est-ce qu'à la fin, ils impacteront quelque chose? Est-ce qu'ils seront utiles? Je ne crois pas non plus. Je veux dire, moi, je vous assure que je les fais beaucoup plus suer en étant dans la majorité présidentielle et en les faisant perdre aux banques si j'étais sur un parti qui fait 2%. C'est pas faux.
Vous essayez de les faire perdre souvent? Ah oui. Ouais. Ah oui. Vous avez des amendements qui... Et ouais. j'y prends un certain plaisir. Mais comment est-ce que vous ne vous faites pas virer du groupe? Alors ça, ils essaient. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui. Ils essaient. On m'a dit il n'y a pas longtemps, quelqu'un, c'est important, m'a dit mais barre-toi si t'es pas content. Ah mais non, moi je suis Oui, d'accord. Toi, barre-toi. je suis là. Oui, mais des fois, il y a des groupes qui excluent leurs députés tellement ils en ont marre. Eh oui, mais c'est compliqué parce que quand vous défendez des convictions, moi je pense qu'on peut me prendre à défaut d'être excessif, on peut me prendre à défaut parce que je peux me tromper, c'est compliqué de me prendre à défaut d'insincérité. C'est vrai. Et donc, on peut même me prendre à défaut dans des contradictions. Parce que quand on vote quelque chose, c'est très intéressant. Je ne reviens pas sur la loi immigration, mais c'était compliqué pour moi. Très compliqué. Je vous assure que je m'occupe beaucoup de migrants. Je ne veux pas rentrer dans... Parce que vous ne verrez pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Mais vous avez que 3 boutons pour voter. Pour un des textes compliqués. Pour, contre ou au milieu, j'ai pas de courage, que vous appelez abstention. C'est peu pour résumer une pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des textes où c'est très compliqué, parce que moi, je voyais des avancées possibles. Il y a les amendements, quand même. Oui. Comment? Oui, il y a les Et amendements. quand il y a débat. Mais quand il y a débat, quand il n'y a pas sur Parce que l'immigration, il n'y a pas des eu de débat. communistes, vous demandez à André Chassaigne, hein, il paraît que je vais être l'invité d'honneur à la fête de l'UMA d'André Chassaigne, là, cette année. Ah, On bah va se super, revoir. bah, on va se revoir alors, ça fera plaisir. J'ai une dernière question pour vous, Richard Ramos. Vous avez proposé à l'Assemblée nationale la transformation du groupe d'études franco-palestinien en groupe d'amitié France-Palestine. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance par la France de l'État palestinien? Bah oui, voilà. Il y a 3 mois, à l'unanimité, il y a 3 mois, j'ai été élu président du groupe d'études sur la Palestine. Pourquoi? Parce que je suis allé plusieurs fois en Palestine, à Naplouse, avant les événements. J'ai travaillé sur une école de femmes là-bas, une école de cuisine. Je reçois des jeunes. Là, il y a des jeunes qui vont arriver ce week-end, des jeunes palestiniens. J'ai accompagné des visas pour les Palestiniens pour faire des études en France. Ce qui se passe avec la Palestine aujourd'hui est une honte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout anti-israélien, c'est pas le sujet, mais on essaie d'invisibiliser ce qui est en train de se passer à Rafah et à Gaza. Et à l'Assemblée nationale, vous avez Que vous des ne groupes... nommez pas, là. Comment? Que vous ne nommez pas. Comment Vous ça? dites ce qui est en train de se passer, vous utilisez le terme génocide ou pas, c'est tout un débat. Ouais, C'est pas pardon. intéressant comme débat. C'est pas le mien. Moi, ce que j'essaie justement là, c'est d'amener... Et Émeric Caron, qui a fait son film sur Gaza, il a demandé à ce que j'accepte d'y venir. J'y suis venu. Il a demandé à ce que le groupe d'études, ça soit le groupe d'études, ça paraît symbolique, demande la salle. Ça veut dire qu'en demandant la salle, ça veut dire que le groupe d'études soutenait la projection de ce film. J'ai demandé la projection de la salle à l'Assemblée nationale. Et bref, vous êtes à la tête de ce groupe d'études et vous voulez que ça devienne un groupe d'amitié. Parce que pour les groupes d'amitié, en fait, c'est des amitiés entre les parlements et les parlementaires des pays. Il y a 3 critères pour devenir un groupe d'amitié au Parlement. Avoir une représentation en France, c'est le cas pour la Palestine puisque on a une ambassadrice. Avoir une représentation à l'ONU. Moi, je considère que même s'ils ne sont pas membres, ils sont observateurs. Donc, ça se discute. Et deuxièmement, il faut avoir un parlement. Donc, ce pays est un parlement. Mais à Palestine, il y a un parlement. Les députés sont rémunérés. Le problème, c'est qu'il n'est pas actif. Et il n'est pas actif, pourquoi? Parce que les Israéliens bloquent les élections à Jérusalem et à Jérusalem-Est. Et donc, moi, je pensais qu'il y avait 2 critères, au moins susceptibles d'être un groupe d'amitié. Et parce qu'on a également le groupe Québec, qui n'a que 2 critères, et qui est quand même un groupe d'amitié au Parlement. J'en fais donc la demande. Pourquoi également? Parce que j'estime que pour pouvoir faire des choses, notamment avec le groupe d'amitié éventuellement israélien, je dois être au même niveau. La Palestine ne peut pas être un sous-groupe. Si vous voulez qu'on dialogue, qu'on fasse un colloque ensemble, parce qu'on veut tous un territoire à 2 États, la reconnaissance de la Palestine, je ne peux pas être un espèce de sous-truc vis-à-vis du groupe d'amitié Israël. Ce sera décidé quand? On a perdu de 2 voix. Ah, vous avez perdu il y a 15 jours. On perd de 2 voix. Qui a bloqué? Alors, c'est terrible. Parce que, évidemment, l'extrême droite, la droite,
et la présidente de l'Assemblée nationale. Bien. Ah. Yael Braun-Pivet, Il y a des privés très proche auxquels j'ai dit, moi, que dans nos métiers, qui n'est pas un métier, nos fonctions doivent dépasser nos personnes, même si nos personnes habitent nos fonctions. Yael Braun-Pivet, elle a abandonné sa fonction et elle a fait voter sur sa personne. Et donc, alors que sa mission de président de l'Assemblée nationale, c'est que la fonction dépasse la personne. Merci beaucoup. Richard Ramos, définitivement inclassable.